Bonjour et bienvenue dans le mois de l'entrepreneuriat. Tous les jours du lundi au vendredi, vous pouvez découvrir des vidéos conseils et des interviews pour vous aider, vous qui avez envie de devenir un jour entrepreneur. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gabriel Moreau, je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat et j'accompagne et je forme les futurs entrepreneurs, les entrepreneurs du monde de demain. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous incite tout de suite à vous inscrire à ma newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo justement et vous pourrez recevoir mes emails hebdomadaires où je vous livre plein de conseils, des astuces justement pour vous, encore une fois de plus, qui avez envie de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, je vais vous présenter une interview, l'interview de Christophe Magnien. Christophe Magnien est formateur dans le domaine des finances, de la comptabilité. C'est une personne qui m'accompagne depuis quelques années, qui me donne pas mal de conseils, et c'est vrai que c'est quand même vraiment riche. Et je lui ai demandé de vous livrer justement des conseils pour vous qui avez envie de devenir entrepreneur. Donc écoutez-le bien parce qu'il va vous donner des pistes sur la fiscalité et sur la gestion de vos finances. L'interview de Christophe Magnien, c'est parti, générique. Bonjour Christophe et merci de d'avoir répondu présent à l'appel de cette interview. Du coup, tout de suite, on va commencer. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour savoir qui tu es et ce que tu vas leur apporter et nous apporter aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour Gabriel. Voilà, je suis actuellement formateur, je dispose d'une expérience professionnelle en entreprise, en responsabilité dans différentes entreprises, plutôt secteur agroalimentaire, moyenne entreprise, moins de 100 salariés. Et depuis donc quelques années, j'interviens comme formateur sur les solutions en comptabilité et ressources humaines. Et je suis consultant en entreprise, plutôt petites entreprises de différents secteurs d'activité. Voilà, donc tu m'as sollicité à ce titre plutôt sur l'aspect comptabilité, finance, et je propose d'aborder aujourd'hui le thème du défi financier de la création d'entreprise. Ouais, c'est justement pour ça que je t'ai contacté, Christophe, parce que maintenant ça fait comme quelques années que l'on se connaît, et c'est vrai que moi-même, en tant qu'entrepreneur depuis 10 ans, on va dire que l'aspect financier c'était une de mes lacunes. Hein, je n'ai pas honte de le dire, et tu m'as beaucoup apporté là-dessus. Tu m'as apporté de nombreux conseils, et donc aujourd'hui on va parler du défi financier au champ de la création d'entreprise. Donc est-ce que tu peux dire un petit peu les points qui seront abordés? Voilà, tout à fait. Alors, on va parler pendant cette intervention donc du défi financier de l'entreprise. J'essaierai d'apporter quelques solutions en matière de décisions structurantes, juridiques. Et enfin, la création d'entreprise doit s'accompagner d'un accompagnement. Et pour cela, donc, j'essaierai de vous présenter les outils préalables à la création d'entreprise. D'accord, super. Alors, écoute, je te propose tout de suite de voir le premier point, sans plus attendre, avec justement, parce qu'on avait un petit peu parlé avant cette interview, du défi déjà de l'homme, la personne qui a envie de créer. Tout à fait. Alors, tu parles de l'homme, effectivement. On peut parler donc du triptyque qu'Alain définit bien, à savoir dans la réussite entrepreneuriale. Ceci repose sur 3 conditions: l'idée, le capital et l'homme. Une création d'entreprise ne peut pas réussir si ces 3 données ne sont pas en phase. Alors, tout créateur d'entreprise dispose d'une idée, souvent qu'il considère comme étant la meilleure. Le capital, on entend par capital toutes les ressources matérielles et numéraires qui seront nécessaires à la création de l'entreprise. Et enfin, l'homme, bien entendu, c'est vous, c'est le créateur, qui ne doit pas être négligé dans le cas de ce projet. Alors, quand on est salarié et qu'on est donc en recrutement, le recruteur, qu'il soit RH ou un autre partenaire, nous demande de nous projeter à 3, 5, voire 10 ans. Donc on a tous des idées plus ou moins incongrues. Lorsqu'on est dans le cas d'une création d'entreprise, si on avait à se poser cette question, si on avait posé la question au créateur d'entreprise, pour lui ce serait relativement
plus simple. Dans 3 à 5, 10 ans, son objectif, c'est clairement de réussir son projet entrepreneurial. Mais c'est vrai que 3, 5, 10 ans, je me rappelle, hein, parce que moi-même j'étais passé par le système de la boutique de gestion pour pas les nommer, et c'est vrai qu'on avait fait déjà un prévisionnel financier, comme tu dis, hein, sur ce fameux 3, 5, 10 ans, et j'avoue qu'à l'époque, ça me paraissait super loin. 3, 5, 10 ans. Est-ce que justement tu peux en dire un peu plus là-dessus? Quel est ton avis toi là-dessus? Oui, tout à fait, ça paraît loin, mais en même temps c'est nécessaire, c'est absolument vital pour construire ce projet dans la mesure où si on parle de 3, 5, 10 ans, il y a des besoins matériels qui en l'occurrence sont dans la notion de capital, à savoir que c'est à la création qu'il faut estimer les besoins nécessaires structurants, et c'est précisément la définition du capital dont parle Alain Minc, à savoir pour lancer votre affaire, vous aurez besoin de numéraire, d'argent pour parler simplement, mais également de conditions matérielles, et ça va être effectivement des éléments qui vont, excusez-moi l'expression comptablement, s'amortir dans le temps à 3, 5, voire 10 ans. Donc déjà, ça c'est un point important. Pour ce qui est de l'idée, bon, je ne reviendrai pas dessus parce qu'effectivement, je pense que vous avez compris, l'idée c'est la vôtre. Elle doit être bien entendu approuvée au niveau du business plan commercial, mais là c'est pas ma partie. Je sais que t'es l'homme de la situation, donc je ne reviendrai pas là-dessus. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand on est dans une création d'entreprise, il y a une formule qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut avoir à l'esprit. On dit, avant de savoir ce que tu veux gagner, dis-toi de combien tu es capable de perdre. Dans la mesure où on ne s'enrichit pas en création d'entreprise, tout du moins on ne s'enrichit pas dans les premiers temps, d'où la notion de 3, 5, 10 ans. Il est probable qu'effectivement, à la perspective de 3 ans, de 5 ans, alors peut-être pas 10 ans, mais de 3 ans ou de 5 ans, votre situation financière entrepreneuriale soit moins enviable que votre situation de salarié quand vous étiez salarié d'une entreprise. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Complètement, là je te rejoins complètement, et c'est ce que j'ai dit dans une de mes vidéos justement de ce mois de l'entrepreneuriat, où je parlais de quel sacrifice. Alors c'est vrai que peut-être que sacrifice ça fait un grand mot, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a quand même certains sacrifices à mettre en place peut-être au début, et aussi on va dire que le plan financier que tu peux avoir de 3 à 5 à 10 ans, on peut dire qu'il est en étroit lien avec l'objectif de la personne du point de départ. Oui, tout à fait. Tu as totalement raison. La notion de sacrifice, il faut l'accepter. Elle est dans le bagage que l'on prend quand on est en création, dans la mesure où tous les créateurs n'ont pas le parcours de Bill Gates. Et encore, Bill Gates, il a commencé dans son garage. Donc, ce qui signifie que, oui, 3, 5, 10 ans, l'épanouissement financier ne doit pas être le vecteur principal de la motivation de la création d'entreprise. Ça, c'est clair. Voilà. Et je te rejoins complètement là-dessus, sur ce point-là. Parce que, même à la limite, pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, quand tu dis que le vecteur financier ne doit pas être la principale source de motivation, moi j'ai envie de dire que quand on est entrepreneur, ça rejoint l'ikigai. C'est notre raison d'être, on est heureux de le faire. Et déjà, avant toute chose, je pense qu'il faut surtout ça, de trouver un métier qui nous plaît, où on est heureux de se lever le matin et où on est heureux de donner l'énergie là-dessus. Alors... Ouais. Tu as totalement raison. L'enrichissement, il va déjà passer par un enrichissement personnel. C'est exactement ça. Exactement. Je crois que c'est 50% des gens de moins de 35 ans qui ont pour projet de créer. Bon, il y en a beaucoup moins qui passent à l'acte, hein, c'est évident. Et pourquoi ils veulent créer? C'est dans la perspective effectivement de s'enrichir personnellement. Voilà. Alors, maintenant, je vais te poser donc l'autre question où on va parler de structure juridique. Et qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ce point? Parce que même si je sais que c'est un point qui est assez énorme, on va pas tout dire aujourd'hui, mais en tout cas déjà, on peut en parler en faire une synthèse. Pardon. Voilà, tu as totalement raison. Alors, avant d'aller voir son banquier, les banquiers sont des gens sympathiques, mais il faut savoir les prendre correctement. Il faut leur donner les bons biscuits. Donc vous allez
vous aurez déjà au préalable rencontré des personnes compétentes. Alors, on pense en particulier au conseil juridique ou au comptable. Alors c'est des structures qui peuvent faire peur comme ça, mais en fait il y a tout un tas d'associations qui existent. Bon, tu parlais tout à l'heure de la BGE, la boutique de gestion de l'emploi, de l'entreprise. Je pense également à des associations telles l'ADI. Et il y a d'autres structures au niveau des collectivités locales, etc., etc. Ils sont là pour vous aider, pour vous donner les premiers conseils. Et la première chose qu'on va vous demander, c'est comment vous allez vous structurer, à savoir, avez-vous réfléchi au type d'entreprise que vous souhaitez créer? Bon, pour faire simple, je vous propose de vous appuyer sur le support que Gabriel va pouvoir nous mettre en fond. Pour faire simple, il y a trois grands types de structures, à commencer par la micro-entreprise, qui est effectivement une belle réussite au niveau de l'entrée en matière dans ce cheminement. Ensuite, vous avez un autre type de structure, l'entreprise individuelle, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, dans la mesure où celle-ci elle a des avantages en termes de structuration administrative, mais on ne peut pas avoir que des avantages. Elle a un inconvénient majeur, elle a tendance à moins protéger l'homme que vous êtes, le créateur que vous êtes, et à ce titre, si on voulait avoir une meilleure protection et qu'on ait un projet qui soit plus important que celui nous emmenant vers la micro-entreprise, j'aurais tendance à vous diriger sur la structure forme sociétaire. Donc il y a plusieurs structures, on pense tous à la SARL, tout le monde a connaissance plus ou moins dans les grandes lignes de la SARL. Bon, il y a une autre structure qui aujourd'hui elle va en poupe, qui s'appelle la Société par Action Simplifiée, SAS, que l'on rencontre également régulièrement sous l'acronyme de SASU, pour unipersonnel. Donc vous avez compris, vous êtes seul dans le cadre de votre structure. Celle-ci, c'est un peu le chouchou des conseillers juridiques et je le partage. Voilà. Donc ça, ce sera une question qu'il faudra vous poser si vous avez effectivement, comment dire, c'est pas péjoratif, un petit projet et que vous êtes en même temps, vous n'êtes pas décidé de franchir totalement le pas, vous êtes salarié, la micro-entreprise est totalement pour vous. Bon, il y a des conditions, bien entendu, il faut vérifier, mais ça peut être effectivement, une bonne option, quoi. Une bonne option, ouais. Il y a des plafonds, les plafonds ont été considérablement rehaussés il y a 2 ans, 1er janvier 2018. Bon, ils n'ont pas rehaussé l'entrée en TVA, donc ça peut poser un autre problème par rapport à l'utilité de cette structure. C'est ça, puis problème de gestion aussi. Complètement. Ouais. Voilà, parce qu'en micro-entreprise, c'est exactement ça, tu as raison, on n'est pas obligé de tenir une comptabilité. Voilà. Donc l'absence de rigueur peut nuire à la bonne marche de ce projet. Alors que l'entreprise individuelle ou la forme sociétaire, elle, la comptabilité est obligatoire. Donc tout dépendra de la nature de votre projet, l'envergure de celui-ci. Faut-il être en micro-entreprise, faut-il être en entreprise individuelle ou en société? Donc ça, effectivement, une nouvelle fois, c'est l'envergure du projet, le besoin de structurer son capital par rapport aux acquisitions de biens. C'est ça qui sera déterminant. Juste un mot sur l'entreprise individuelle dont je parlais tout à l'heure. Je disais que celle-ci est assez avantageuse en termes de création, dans la mesure où vous pouvez la créer tout simplement, allez, j'exagère à peine, en quelques minutes, en vous connectant sur Internet, en vous connectant sur les sites du CFE, Centre de formalité des entreprises, via la chambre de commerce, via la chambre des métiers, etc., etc. Ce qui signifie que ça, c'est assez simple, mais néanmoins, la grande contrainte, c'est par rapport à votre situation. Et là, je reviens à l'homme que l'on retrouve dans le triptyque d'Alain Minc, à savoir que l'entreprise individuelle, vous êtes moins protégé, même s'il y a eu d'énormes progrès de fait en ce sens. Une loi qui est relativement passée sous silence, on n'en a pas beaucoup parlé, tout du moins dans le grand public, une loi Macron de 2016, qui désormais protège les chefs d'entreprise lorsqu'ils sont en entreprise individuelle
leur résidence principale ne peut pas être saisie. Ouais. Ça, c'est extrêmement important. Tu veux dire que maintenant, il n'y a plus besoin de passer chez le notaire pour... Voilà. Voilà, c'est ça. Le certificat d'insaisissabilité qui était quelque chose de nécessaire pour protéger son patrimoine personnel, le distinguer du patrimoine professionnel, a moins de sens. D'accord, Voilà. d'accord. Ceci dit, au-delà de cette loi, il existe tout de même une structure qui s'appelle l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Ça reste une entreprise individuelle, mais qui permet effectivement de faire cette distinction de la part des choses. Alors, ce qui signifie que si vous allez voir le banquier une nouvelle fois et que vous êtes en EIRL, lui, ça va moins lui plaire que vous soyez en EIRL qu'en SARL. Dans la mesure où, bon, je vais peut-être pas me faire des copains là une nouvelle fois, mais ça signifie que si vous avez un problème, il aura moins de choses à se mettre sous la dent, si vous voyez ce que je veux dire, en cas de cessation d'activité. Okay, Voilà. Donc, l'entreprise individuelle, c'est mieux, mais c'est pas encore... voilà. Non, puis pour reprendre ce que tu disais juste avant, il est clair qu'au niveau du statut, c'est pas dans une interview ou dans une vidéo de conseil qu'on peut dire prenez ce statut, prenez celui-ci. De toute manière, c'est sûr que là, ça demande quand même un conseil personnalisé selon le projet de la personne. Ah, tu as totalement raison, complètement. Il n'y a pas un bouquin qui vous permettra de dire c'est comme ça que je dois faire, c'est ce que je dois suivre. Non, absolument. Non, il faut rester dans le contact humain. Et les experts comptables, ils ont encore de beaux jours devant eux parce qu'effectivement, ils sont là pour vous aider. Voilà. Ok, d'accord. Alors, tu voulais nous parler aussi de la société coopérative. Alors, est-ce que tu peux, de stage, je te laisse me dire ce que tu voulais nous transmettre. Voilà, alors, en 2-3 mots, la société coopérative participative, ce qu'on appelle communément SCOP, elle est malheureusement très très méconnue du monde de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une SCOP ? Tout le monde a plus ou moins entendu parler des SCOP, genre les bijoux, les montres LIP sur Besançon dans les années 70-80, mais peu de personnes en fait connaissent la SCOP non pas sous son aspect défensif, mais sous son aspect offensif. À savoir qu'il existe des structures qui se constituent sous forme de SCOP et qui, au travers d'une structuration administrative, vont pouvoir accueillir sous leur aile des créateurs d'entreprises de tout métiers différents. Et cette SCOP, elle va être là un peu, non pas comme une couveuse, parce que la couveuse c'est encore autre chose, je vais t'en parler brièvement. La SCOP permettra d'avoir, et c'est assez étonnant, d'avoir un projet d'entreprise salariale. C'est-à-dire que, et c'est pas antinomique de le dire, vous allez être salarié de cette SCOP en CDI et tout autant entrepreneur. C'est-à-dire que vous allez participer à la bonne marche de votre SCOP. Alors par exemple, si vous êtes électricien, vous allez aller démarcher vos clients avec le numéro de SIRET de la SCOP, mais avec votre communication, votre propagande commerciale, votre logo, etc., etc. Et le volume d'affaires que vous allez générer va donc tomber dans l'escarcelle de la SCOP, et puis la SCOP va vous rémunérer sous forme d'un salaire qui sera déterminé en fonction de votre volume d'affaires, etc., etc. Et vous pourrez éventuellement même devenir souscripteur, associé, on ne peut pas dire associé parce qu'on n'est pas forcément dans une société à capital, mais vous serez donc adhérent de cette SCOP et vous pourrez participer à la bonne marche de celle-ci. Donc je vous invite à regarder sur Internet les SCOP. C'est franchement quelque chose qui mériterait d'être développé, qui est pas très connu et qui présente beaucoup d'avantages parce qu'effectivement, il y a, comme je viens de le dire, cette sécurisation, c'est-à-dire que si votre projet il tombe à l'eau pour des raisons X ou Y, vous êtes licencié de cette SCOP, mais vous avez au moins droit au chômage, comme un salarié quelconque. Complètement, ça fait plaisir que tu parles de cette solution parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Entreprendre en douceur. Et c'est vrai que le portage salarial ou la couveuse d'entreprise, la SCOP, c'est pas des systèmes qui sont encore trop connus.
Alors après, je sais pas si elles ont toutes les mêmes, toutes le même cadre, les mêmes lois, si je peux dire, au niveau contractuel, selon les départements, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se longe sur toute la France. Ah oui, si, c'est un projet national, hein, et on retrouve des scopes dans des secteurs de l'artisanat. Il y a des scopes qui sont plutôt portés sur le digital. C'est franchement des projets qui mériteraient d'être développés par les représentants, par les chambres consulaires, etc. Là, franchement, c'est quelque chose qui est appelé, à mon sens, à se développer. Voilà. Complètement. Alors ensuite, tu voulais nous parler de la couveuse d'entreprise. Oui, voilà. Tu voulais revenir un petit peu sur ce point. Brièvement, la couveuse d'entreprise, on en a parlé un tout petit peu. Ça ressemble un petit peu à cette notion de scope. À la seule différence, c'est que là, vous êtes sous couvert d'une convention avec Pôle Emploi. C'est ce qu'on appelle un CAP. Vous utilisez un peu comme dans le cas de la SCOP vos propres logos, le siret de la couveuse, mais là c'est une convention qui est limitée dans le temps. On est limité sur 12, 24 et 36 mois, donc vous êtes sous couvert de Pôle emploi, donc le fonctionnement est un petit peu différent de la SCOP. On est déjà un cran en dessous. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose, si vous êtes demandeur d'emploi et que vous voulez vous lancer, parlez-en à vos conseillers Pôle emploi. Ils ont des cellules dédiées à cela et ça peut être également un bon outil. Oui, complètement. Ouais, ça permet de démystifier un petit peu la création d'entreprise, je trouve, ces systèmes. Et au moins, l'avantage, c'est que ça permet aux gens de se lancer tranquillement. Alors, au point de cette interview où on en est ce que tu veux nous parler un petit peu quand même de l'aspect financier ? Oui, absolument. Alors, lorsqu'on est donc en création, ou même au-delà de la création, mais inévitablement au moment de la création, il y a un instrument qu'il va falloir construire avec votre conseil, c'est le plan de financement. On va parler de plan de financement et de business plan. Alors vous avez le business plan commercial dont tu parles régulièrement, Gabriel, avec les recherches d'études de marché, etc. Donc voilà, donc je rentrerai pas dans ce détail. Et vous avez le business plan financier. Donc le business plan financier, c'est effectivement de pouvoir mettre sur le papier ce que vous avez dans votre projet. Donc l'idée, elle est forcément à confirmer avec des éléments financiers. J'ai parlé tout à l'heure du capital, à savoir qu'est-ce que j'ai besoin comme moyen, mais également, et ça c'est malheureusement, c'est souvent négligé dans le cadre de la création d'entreprise, comment je vais financer mon besoin de fonds de roulement. Alors on va parler de besoin de fonds de roulement, ou on voit régulièrement l'acronyme BFR, c'est un terme qui fait un peu peur en finance, mais en fait qui est très très simple à comprendre. Le besoin de fonds de roulement, en fait, c'est de pouvoir financer votre stock, plus votre poste client, autrement dit les factures qui sont établies mais qui ne sont pas réglées. Et ça, c'est de l'argent que vous n'avez pas dans votre banque, vous devez le comprendre facilement. C'est de l'argent qui effectivement est bloqué, qui peut être compensé en partie par la dette fournisseur. Mais la plupart du temps, la dette fournisseur ne couvre pas la valeur de votre stock et la valeur de vos factures non encaissées. Donc c'est ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. Et dans les entreprises, il est extrêmement important lors de la création de l'entreprise de bien déterminer son besoin de fonds de roulement, en l'absence de quoi, si vous l'avez mal déterminé, vous allez rapidement vous mettre dans le rouge, et ça, c'est très mauvais. Le banquier, une nouvelle fois le banquier, ça peut être un partenaire, c'est un partenaire d'ailleurs, c'est un partenaire complètement positif, il faut l'intégrer dans votre projet, et il saura vous accompagner au début de la création, c'est son business, lui il est là pour faire du business. Par contre, si vous venez le voir dans 6 mois après votre création et que vous avez négligé cette problématique de besoin de fonds de roulement, vous vous rendez compte que vos stocks ont un turnover de 3-4 mois, vos clients vous règlent à 60 jours et qu'en fait vous réglez vos fournisseurs immédiatement, vous allez rendre compte qu'effectivement vous allez dans le mur.
Et si vous estimez que vous avez, prenons un exemple, hein, et je vous propose de consulter le plan de financement que vous verrez là. Imaginons, vous avez déterminé votre projet, vous estimez que sur la première année, vous aurez un chiffre d'affaires de 100 000 euros à peu près, avec une progression de 3 ans. Vous avez déterminé également votre résultat prévisionnel, parce que ça également c'est quelque chose que vous allez devoir travailler avec votre banquier. Alors on parle de résultat prévisionnel et on parle également de capacité d'autofinancement, CAF. Alors c'est également un terme qui pourrait faire peur financièrement, mais qui est en fait très simple à comprendre. La capacité d'autofinancement, ou dit CAF, c'est votre résultat en fait, votre résultat net comptable, auquel vous allez rajouter les dotations aux amortissements. Lesquelles dotations aux amortissements correspondent à l'étalement de votre matériel. Souvenez-vous, je vous ai parlé en début de cette intervention du matériel dont vous aurez besoin pour faire votre business. Donc, projection en 3, 5, 10 ans, votre matériel, lui aussi, il va se projeter en 3, 5, 10 ans. Alors si on fait simple, 5 ans, c'est-à-dire que tous les ans, pendant 5 ans, vous allez étaler d'une certaine façon, et ça va intervenir dans votre compte de résultat, vous allez étaler la lente utilisation de votre matériel. Donc ça, il y a une petite, il y a une technique comptable qui permet de générer ce qu'on appelle les dotations aux amortissements, qui vont donc influencer notre capacité d'autofinancement, et par voie de conséquence, elles influencent votre compte de résultat, ces dotations aux amortissements, mais elles ne génèrent pas de flux de trésorerie sortant. C'est la raison pour laquelle ces dotations, on les réintègre au résultat pour obtenir cette capacité d'autofinancement. Donc dans l'illustration que je vous ai communiquée, vous avez, considérons que vous êtes sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous vous êtes alloué une petite rémunération de 10-15 000 euros, peu importe, c'est pas, enfin si c'est important également, mais on va considérer que c'est dans votre compte de résultat, et qu'au final, il vous reste quand même une marge, une capacité d'autofinancement de 6% la première année, et un petit peu plus, allez, soyons optimistes, de 5% supplémentaires par année sur une projection de 3 ans. Considérons également que pour mener à bien votre projet, vous ayez besoin de 20 000 euros de biens durables. Alors si je reprends l'exemple de mon électricien, ça va être quoi? Ça va être une camionnette, la boîte à outils qui va bien avec tout le matériel nécessaire. Voilà. Donc 20 000 euros de biens, et vous avez un petit peu de cash, vous disposez de 10 000 euros, on va dire, d'apport en nature. Donc ça, c'est des éléments qui vont vous permettre de construire votre plan de financement, mais ça ne suffira pas. Il faudra, et vous pouvez le retrouver au travers du plan de financement, vous allez déterminer, sous cette forme-là ou sous une autre forme, il y a plusieurs formes. En règle générale, le plan de financement, on l'établit à 3 ans. Vous allez donc déterminer sur les emplois. On parle d'emploi et de ressources dans un plan de financement. Emploi, en fait, c'est vos dépenses, et les ressources, c'est ce qui effectivement va vous permettre de toucher du cash. Donc si on regarde sur l'année 1, vous avez effectivement besoin de financer 20 000 euros de biens durables. Votre besoin de fonds de roulement, là je l'ai estimé à 15 000 euros, ce sera à vous effectivement de déterminer en fonction de la prépondérance des stocks. C'est peut-être là ce qui est le plus compliqué à déterminer, parce que effectivement, la créance client, on sait en règle générale ce que peuvent nous devoir nos clients en moyenne. Le stock, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Voilà. Donc considérons 15 000 euros de besoin de fonds de roulement la première année, et puis on va rembourser une partie de l'emprunt dont je vais parler dans les ressources. Donc il serait bien également de penser lors de la création de l'entreprise à demander à votre banquier un différé. C'est possible, ça peut totalement se faire, c'est-à-dire que vous allez lancer votre business et vous allez commencer à rembourser votre emprunt peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an. Ça vous donnera une certaine... J'allais te poser la question du différé, je pensais à ça, mais
Mais tu confirmes bien qu'en fait que c'est demandé en fait au banquier d'avoir un différé en fait du crédit qu'on lui a demandé, quoi, qu'il nous a alloué. Oui, complètement. Alors c'est clair qu'effectivement c'est un service, vous l'imaginez, qui n'est pas gratuit, hein. Ça va se mesurer également par un taux d'intérêt qui va être un peu plus élevé. Ouais, forcément. Ouais. Voilà, les taux sont extrêmement faibles actuellement, donc il faut en profiter. Voilà. Ok. Ce qui est important également, on va le revoir dans les ressources, hein, vous aurez également certainement un prêt d'honneur. Alors un prêt d'honneur, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt, la plupart du temps, à taux zéro, qui va être alloué par les chambres consulaires, donc la chambre des métiers, la CCI, et des collectivités, voire des associations. Pour qu'un prêt d'honneur soit accepté, il faut qu'il y ait en parallèle un prêt bancaire classique. Voilà. En règle générale, l'un ne va pas avec l'autre. Et on peut légitimement penser que ce prêt d'honneur, pourra vous permettre de boucler votre plan de financement. Donc dans ma situation d'emploi, donc vous voyez sur l'année 1, j'estime que j'aurai à peu près 37 860 € de sortie. Et les apports qui vont permettre de contrebalancer ces sorties, vous aurez donc votre apport de 10 000 € dont j'ai parlé tout à l'heure. Un emprunt amorti sur 5 ans, ça me paraît raisonnable. Le prêt d'honneur, il est souvent amorti sur une durée plus courte. C'est rarement au-delà de 3-5 ans. D'accord. Et puis donc le résultat, la CAF dont je vous ai parlé tout à l'heure, de 6 000 €. Et ça nous permet de voir qu'au terme de la première année, vous arrivez à dégager une trésorerie positive de 8 140 €. Voilà. Donc ce plan de financement, c'est qu'une valeur illustrative, vous imaginez bien. En règle générale, il est fait sur 3 ans. Voilà. Donc les entreprises qui ont les créateurs qui ont ce type de projet vont devoir donc travailler en amont, parce que là vous avez le plan de financement qui est en fait le résultat de la combinaison du calcul du besoin de fonds de roulement, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais du calcul de la CAF, donc ce qui signifie qu'il faut déterminer toutes les charges de votre business, donc c'est un long travail que vous ne pourrez très certainement pas mener seul, d'où la nécessité, une nouvelle fois, de vous faire bien entourer. Ouais, c'est vrai que c'est ce que j'entends avec tout ce que tu nous expliques sur le plan de financement. Et là, c'est vrai qu'on touche encore plus les personnes, tu parles d'électriciens, les personnes qui veulent se lancer, qui vont avoir une notion de stock ou peut-être qui veulent ouvrir une boutique. Et c'est sûr que ça crée beaucoup plus de contraintes qu'une personne qui se lance toute seule en prestation de service avec un ordinateur et qui va chez les gens, on va dire chez ses clients. Donc, ok. Alors, est-ce que tu as envie, moi c'est la question que j'aime bien poser, on va bientôt clore cette interview, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à nos futurs créateurs d'entreprises qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure en préambule, 1/4 des Français veulent créer leur entreprise. Donc ce ratio est beaucoup plus important quand on est jeune. Donc ce qui signifie que la motivation de la création, c'est l'indépendance. C'est effectivement de pouvoir travailler, de ne pas avoir, entre parenthèses, de patron. Attention, effectivement, cette indépendance, elle a un prix. Et il ne faut pas considérer qu'on va réussir à mener à bien son projet en s'isolant. C'est absolument pas la formule qu'il faut retenir. Il y a une petite maxime qui dit qui prend conseil franchit la montagne, qui n'en prend point fait fausse route même en plaine. Donc voilà, retenez que votre idée elle est bonne, vous n'êtes peut-être pas le seul à l'avoir, et que le monde de l'entreprise c'est pas un monde de bisounours. Vous pouvez vous retrouver seul, donc n'hésitez pas à vous entourer. En plus, il y a des associations, il y a des clubs d'entreprise qui existent. Je n'en ai pas parlé, mais ça également, c'est quelque chose d'important. Et je me permettrai de dire que, à titre de conclusion, quand on se lance, je pense qu'un créateur, il va avoir tout de suite le nez dans le guidon. Il va vouloir penser au développement de sa production, au développement de sa commercialisation, et la plupart du temps, il a effectivement des vecteurs pour se développer. Et parfois, il a tendance un peu à négliger l'aspect administratif.
Voilà, donc ce qui signifie qu'il faut croire à son projet. C'est évident que si vous vous lancez dans votre entreprise et vous ne croyez pas à votre projet, c'est pas la peine, c'est pas la peine d'y aller. Il faut croire à son projet, mais il faut bien garder la tête froide. D'accord. Merci Christophe pour tous ces bons conseils que tu nous donnes. Donc avant de se quitter, où est-ce qu'on peut te trouver? Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Alors, on peut me trouver sur le site, le réseau social LinkedIn. D'accord. Je saurai répondre, donc le cas échéant, si vous avez des besoins particuliers. Et Des interrogations. Voilà. Ok. Voilà. Merci Christophe pour cette interview. Merci Gabriel, au plaisir. Et puis au plaisir du coup de te revoir dans une prochaine interview ou une vidéo. À bientôt.